c'est l'angle d'attaque qui est peut-être aujourd'hui, je dirais, plus efficace, dans la mesure où les textes qui sont maintenant positifs sont assez récents. Je ne veux pas faire trop de juridisme, mais on a sommairement un texte qui a une valeur décrétale, mais qui est un texte important, qui est un décret du 28 décembre 2011, décret 2011-2006, du 28 décembre 2011, fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux, et vous avez un arrêté qui a été pris le même jour, relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux. Je vous lis à nouveau le titre. Conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux. Le droit français aujourd'hui pose en principe que l'étourdissement, c'est la règle, c'est le droit. Et l'exception, la dérogation, c'est l'absence d'étourdissement. Donc voilà en quelque sorte la façon dont les choses se présentent. Le principe, c'est l'étourdissement, et l'exception, c'est, comment dirais-je, l'abattage rituel. Et désormais, tout abattoir, pour présenter un peu sommairement le droit positif, tout abattoir qui souhaite ne pas pratiquer l'étourdissement des animaux doit obtenir un agrément préfectoral spécifique. C'est l'objet de ce décret. Alors, ce décret, si vous voulez, qui vient dire que le principe, c'est l'étourdissement, que la règle générale, c'est l'étourdissement, et que la dérogation, c'est l'absence d'étourdissement, c'est un texte qui a été intégré au Code rural, et que vous retrouvez aujourd'hui dans une disposition, qui est la disposition R214-70-1 du Code rural. Alors, pour obtenir cet agrément, l'abattoir doit justifier d'un certain nombre de conditions qu'il doit remplir, et auprès des autorités préfectorales, essentiellement la présence d'un matériel d'abattage adapté, d'un personnel formé, de cadence de production et d'un niveau d'hygiène qui soit adapté, et surtout, et c'est le point qui est intéressant, d'un système d'enregistrement qui permette de s'assurer que le nombre d'animaux égorgés correspond bien à des commandes spécifiques. Aujourd'hui, le point clé, je dirais, qui permet d'avoir un angle d'attaque juridique, c'est que l'abattage rituel sans étourdissement, il est conditionné par la production auprès des autorités préfectorales d'un carnet de commandes, lequel doit être en nombre égal au nombre d'animaux qui seront égorgés, puisqu'il ne faut pas non plus se payer de mots. Et si ces conditions sont, sont réunies, l'agrément préfectoral spécifique est alors donné. Alors, je dirais que l'avantage, l'intérêt de ce système, qui vient poser en principe que l'étourdissement c'est la règle, et que l'absence d'étourdissement c'est l'exception, eh bien, c'est qu'on peut aujourd'hui établir la liste des abattoirs qui ont obtenu cet agrément de dérogation à l'étourdissement. Alors, ça, si vous voulez, ça permet quand même d'engager une première série d'actions, du moins un premier type d'action, en direction, je dirais, des autorités administratives. Et, le cas échéant, vers les tribunaux administratifs, puisque, dans la mesure où les abattoirs doivent démontrer que le nombre d'animaux égorgés correspond bien à des carnets de commandes spécifiques pour les marchés cultuels concernés, eh bien, on peut commencer par demander aux préfectures, cette liste, si la préfecture ne nous donne pas de réponse, si les réponses sont insuffisantes ou insatisfaisantes, on peut envisager, si la préfecture ne nous répond pas en disant écoutez, j'aimerais savoir, en tant que requérant, demandeur, si tel abattoir dont j'apprends en regardant la liste qu'il a la dérogation préfectorale, vous êtes bien en mesure de justifier que toutes les conditions qui sont prévues par le décret sont réunies, et notamment que vous avez un carnet de commandes qui est scrupuleusement en rapport avec la liste. Et si on n'a pas de réponse de la préfecture, si la préfecture nous donne une réponse qui est tout à fait évasive, ou si on n'a pas de raison de penser que la réponse de la préfecture est fausse,
ou un peu mensongère, on peut envisager d'attaquer la légalité de cette décision préfectorale. Il s'agit, dans cette perspective-là, d'attaquer un acte administratif, et ça se fait de manière, alors je dirais pas simple, mais de manière très académique, devant les tribunaux administratifs, par la voie d'un recours en excès de pouvoir qui vise à obtenir l'annulation de l'acte. Vous avez en général entre 2 et 5 ans d'attente, donc c'est pas très efficace. Il y a une voie qui est plus rapide, qui est la voie du référé-suspension. Dès lors que l'on sait qu'un acte administratif est d'une légalité douteuse, et là on a de bonnes raisons de le penser, puisqu'on n'a pas les réponses aux questions qu'on a été demandées et sollicitées aux autorités administratives, on a de bonnes raisons de penser que l'acte administratif d'autorisation a été donné sur une base de légalité qui est aujourd'hui douteuse. Et cette légalité douteuse, elle permet de saisir le juge administratif en urgence, on appelle ça en référé-suspension, et le juge administratif a alors la possibilité, après un débat, c'est un des rares cas d'ailleurs en droit administratif où les avocats plaident dans le cadre d'une audience assez classique, le juge administratif peut suspendre l'autorisation qui a été donnée, le cas échéant à l'abattoir, si les conditions administratives et réglementaires ne sont pas respectées. Voilà donc un premier type d'action qui est envisageable et qui est assez nouvelle, parce que ce décret date de 2011, et à l'échelle, je dirais, du temps judiciaire, tout cela est encore très neuf. Alors, il y a bien sûr l'angle d'attaque du carnet de commandes, mais vous en avez d'autres, puisque dans ce fameux décret, on vous parle par exemple du matériel. Alors, le matériel utilisé, dans le décret, il est dit par exemple que le matériel de contention des animaux doit être un matériel d'immobilisation adapté au gabarit de l'animal. C'est un peu pieux. Il n'y a pas un matériel de contention qui soit adapté au gabarit de tous les animaux. Moi, je ne suis pas vétérinaire et pas scientifique, mais je ne crois pas que je puisse trouver aujourd'hui un vétérinaire ou un scientifique qui vienne me dire dans un abattoir, vous trouverez un matériel de contention qui sera adapté à tous les gabarits, tous les bovins. C'est quasiment impossible, puisque vous confirmez encore le docteur de Peretti. Alors, il y a des choses qui sont amusantes aussi dans la réglementation, amusantes si j'ose dire. C'est la définition, par exemple, de l'immobilisation. Il y a un règlement de la communauté européenne, tout cela est très académique, un règlement 1099/2009, qui donne cette définition de l'immobilisation. Alors, je vais quand même vous la lire parce que ça prête quand même, je dirais presque à sourire. Alors, voilà la définition de l'immobilisation, c'est l'application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements, jusque-là ça va, et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, et en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace. Alors moi, je ne vois pas comment le fait d'immobiliser un animal annulerait la douleur et la peur. Ça me paraît totalement sot comme définition, mais enfin voilà, c'est la définition par la réglementation européenne de l'immobilisation. Alors voilà, pour l'abattage sans étourdissement, les textes exposent donc que pour les bovins, la contention de la tête doit être maintenue jusqu'à la perte de conscience. Ça implique quoi? Ça implique d'utiliser un dispositif mécanique qui permet de limiter les mouvements latéraux et verticaux de la tête, et par exemple une mentonnière. Et encore une fois, ce matériel doit être adapté au gabarit et à la taille de l'animal pour permettre un accès facile pour la saignée. Mais ici encore, compte tenu des gabarits différents de chaque animal, c'est impossible à respecter. Voilà encore un deuxième angle d'attaque qui permet de dire que la légalité de ces arrêtés, elle est parfaitement douteuse. Sur l'hygiène, l'obligation réglementaire de s'assurer que la ligature de l'œsophage est effectuée afin d'éviter le déversement du contenu du tractus digestif pendant et après l'éviscération. Le professeur Houton en a un peu parlé, les vétérinaires, les scientifiques disent que, dans les faits, c'est impossible à réaliser dans le cadre de l'abattage rituel. Voilà encore, sur le plan d'hygiène, un troisième angle d'attaque. Il y en aurait d'autres, par exemple sur la formation des personnes qui interviennent, ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui doivent même vérifier régulièrement le tranchant de leurs outils, c'est même marqué dans le texte. On serait en train de demander si ces conditions-là sont respectées. Dans la mesure où on n'a pas les réponses, on peut au moins attaquer l'arrêté et aller plaider devant le juge en disant écoutez, il y a de bonnes raisons de penser que tout cela est donné, alors même que les conditions législatives et réglementaires sont très largement contestables quant à leur régularité. Donc ça peut faire l'objet d'un premier type d'action en demande préalable vers les préfectures, puis ensuite, le cas échéant, vers les
tribunaux administratifs. Alors, il y a ensuite un deuxième type d'action qui est envisageable, et qui, je dirais, est bien sûr dans la logique de la précédente. Même si on rejoint en la matière, je dirais, un angle d'attaque qui est plus classique, c'est la vigilance éthique, si j'ose dire. C'est par le biais d'action, essayer de faire en sorte que, peu à peu, les esprits changent, on en parlait de docteur tout à l'heure, et les consciences se modernisent, si j'ose dire, et que l'on peut aller, sans que ce soit un combat perdu d'avance, vers une règle générale qui serait celle de l'étourdissement généralisé. On va parler de textes. Nombreuses études scientifiques et vétérinaires qui viennent démontrer, ça paraît être une vérité d'évidence, mais que l'absence d'étourdissement entraîne des douleurs absolument atroces pour les animaux. Vous avez notamment une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation et de l'environnement du travail, l'ANAS, qui, dans un avis en 2013, a rappelé, ce que l'on savait déjà, mais que l'abattage sans étourdissement est source de douleurs atroces pour le bétail. Et je vous lis les attendus de principe en fait, de cet avis. Les experts rappellent ainsi que le standard pour limiter la douleur au moment de l'abattage est le recours à l'étourdissement avant jugulation, c'est-à-dire la saignée. Lors d'abattage rituel dérogatoire, les principes en matière de protection animale doivent conduire à rechercher les moyens adéquats pour laisser l'animal en situation douloureuse le moins longtemps possible. C'est la raison pour laquelle les experts, dans ce cadre, recommandent de pratiquer un étourdissement des veaux juste après la jugulation. Donc c'est l'étourdissement après la saignée. Cela rejoint quoi? Ça rejoint une circulaire de la Direction générale de l'alimentation, qui elle aussi est récente, 13 mars 2012, qui présente le nouveau cadre réglementaire de l'abattage rituel et qui recommande, elle aussi, un soulagement des animaux dès après l'égorgement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces textes, quand on les analyse en creux, en quelque sorte? Ces textes, de manière convergente, viennent nous dire toute la même chose, c'est qu'on reconnaît de facto que l'égorgement ne fait pas perdre immédiatement conscience aux animaux, puisqu'il faut les étourdir après, mais que, en revanche, l'égorgement, on est sûr d'une chose, c'est que ça provoque leur lente et cruelle agonie. C'est quand même la reconnaissance officielle que l'égorgement à vif, c'est quoi? C'est un acte de cruauté envers les animaux. Il ne faut pas se payer de mots. Or, rien ne vient justifier, au regard notamment de ces textes, qu'on puisse baisser les bras et dire « mais attendez, acte de cruauté et de barbarie envers les animaux, c'est pénalement sanctionné ». Il y a un texte dans le Code pénal depuis 1994, la rédaction du nouveau Code pénal, qui vient dire, article 521-1, et qui indique et qui dispose que le fait de publiquement ou non d'exercer des sévices graves et de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà. Et tous les textes réglementaires, et on parle des textes de la Direction générale de l'alimentation, dont on vous a dit tout à l'heure qu'elle était, je dirais, composée que de vétérinaires qui étaient des vétérinaires du système, viennent nous dire que c'est un acte de cruauté. On peut encore déposer ces plaintes. On verra bien le sort judiciaire qu'on leur réservera. Mais c'est sûr que si on ne les dépose pas, personne ne le fera. Et c'est, je dirais, à l'échelle du temps judiciaire, comme ça que les pratiques et les consciences peuvent également se modifier. Et c'est clair. Vigilance, enfin, contre les risques sanitaires qui sont liés à l'abattage rituel. C'est le prolongement logique des développements précédents. Les interventions l'ont toutes souligné. On ne trouve pas un texte de santé publique qui vienne contester sérieusement que l'abattage rituel, il est source de danger sanitaire pour les consommateurs. On a notamment un texte européen qui a été adopté en 2004 et qui rappelle de manière très claire ce principe. Sommairement, les textes, je parle sous le contrôle de mes amis vétérinaires,
les textes de santé publique français et européens imposent pour des raisons d'hygiène une saignée d'animal qui épargne la trachée et l'œsophage. Et si cette saignée a lieu, ça rend la viande en toute logique impropre à la consommation parce qu'il y a un risque sanitaire important, je crois notamment que ça puisse favoriser le développement des bactéries type E. coli. Il y a ça. Le problème c'est que l'abattage rituel, où on pratique l'égorgement large, entraîne quasiment, je dirais presque anatomiquement, cette saignée.